pour les prochaines années. Donc, on va faire un tour très systématique de tout ce qui risque d'arriver, en tout cas. Et on a beaucoup de stock à couvrir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment y aller sans plus tarder. Donc, je vais me lancer. J'ai des diapos. Donc, je vais passer à travers les diapos. Si vous avez des questions ou des trucs, attendez à la fin. Bon, là, on est une centaine de personnes et plus. Là, donc, c'est sûr que je ne pourrais pas vraiment gérer toutes les questions, mais très certainement, ne demandez pas de questions au fur et à mesure. Ça serait trop dur. Pour ceux qui sont vraiment économistes, vous allez remarquer, je vais tourner quelques coins ronds. C'est parce que je ne peux pas donner un cours de 45 heures sur le macro monétaire en 1 heure et quelques. Pour ceux qui sont moins connaissants, je vais faire exprès pour donner quelques explications parce que j'ai des gens aussi du grand public qui sont peut-être un peu moins à l'aise en macro monétaire, en finance de marché, etc. Et donc, je vais essayer de trouver le juste équilibre entre ne pas ennuyer les experts et ne pas perdre les novices. Donc, je vais faire une espèce d'entre-deux. Donc, allons-y avec, à la fin, je vais quand même prendre des questions. Donc, même si on est plus que ça, je vais quand même prendre ce que je peux, quoi. Donc, on verra ce que je peux gérer là, à la fin. Okay? Donc, allons-y tout de suite avec une discussion sur l'évolution de la conjoncture dans les prochaines années. Okay? Donc, évolution de la conjoncture sur 2021-2024. Donc, premièrement, de quoi on va parler? Conjoncture générale, États-Unis, Canada surtout. Je vais focuser sur les États-Unis parce qu'ils vont déterminer beaucoup de la conjoncture mondiale, mais je vais quand même parler une petite affaire des autres marchés et des pays émergents, entre autres, à la fin. Beaucoup de focus sur la politique monétaire, l'inflation et les taux d'intérêt parce que je pense que les 4 prochaines années, ça va être ça qui va déterminer tout. Et c'est là où je vais donner des crash courses aux novices là, en 2-3 minutes, même pas 1 minute, là, pour qu'au moins vous arriviez à suivre. Ensuite, on va parler de bourse, gestion de portefeuille, etc., un peu du marché immobilier. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de bulles. Vous remarquerez, je mets des guillemets là, parce que c'est la grosse mode d'appeler tout une bulle, alors que finalement, c'est des hausses de prix. Donc, on va discuter un peu de ça, les bulles, etc. Okay? Et risques et choses à surveiller. All right? Donc, allons-y. Donc, pour les novices, vous prenez une photo de ça, OK? Pour arriver à suivre au fur et à mesure, si vous voulez. Là. Donc, le futur est dans le prix, c'est-à-dire que dans les marchés financiers, ce qui est anticipé pour le futur va être représenté dans les prix maintenant. Donc, si je pense que les prix vont baisser, par exemple, le prix des actions, si je pense que les prix vont crasher bientôt, mais bien des gens vont sortir du marché. Et donc, ça va causer un crash maintenant. Vous comprenez? Donc, autrement dit, les gens agissent maintenant sur leur anticipation de ce qui va se passer dans le futur. Ensuite, et ça, c'est très important, le prix des actifs financiers, les taux d'intérêt vont en sens opposé. Donc, lorsque les taux d'intérêt augmentent, les prix des actifs, donc actions, obligations, etc., vont avoir tendance à diminuer ou vont avoir des pressions à la baisse. Ensuite, principe général, donc détenir un actif en perte de valeur égale pas bon, n'est-ce pas? Donc, tu ne peux pas détenir un actif qui va perdre de la valeur, tu peux l'acheter une fois qu'il a perdu de la valeur, qui va regagner de la valeur, n'est-ce pas? Donc, le rendement anticipé est meilleur lorsqu'il y a eu un crash. C'est quand le meilleur temps pour acheter des actions, c'est quand tout le monde panique, et évidemment, tout le monde sait ça. Par contre, ce n'est pas nécessairement plus le temps maintenant, malgré les hausses fulgurantes de prix. On va parler de ça justement aujourd'hui. C'est vrai pour un particulier, c'est vrai évidemment pour les institutions financières qui ont des trucs dans leur bilan, des actions, des obligations, des titres de dette et autres. Et donc, il y a un risque de taux d'intérêt aussi, parce que si les taux d'intérêt augmentent, ça met des pressions à la baisse sur les prix. Et donc, ça a des effets de bilan et des effets de richesse négatifs dans ce cas-là. Et évidemment, le quatrième grand principe que je veux que tout le monde retienne, c'est que s'il y a trop d'inflation, donc là, c'est quoi trop? C'est une longue histoire. Supérieur à 4 %, ça commence à être un peu trop pour les pays industrialisés. Trop d'inflation égale pression à la hausse sur les taux d'intérêt égale pression à la baisse sur le prix des actifs égale pas bon, et en général. Et en plus, s'il y a des hausses de taux d'intérêt, comme vous le savez, ça met des pressions à la hausse sur les taux hypothécaires, par exemple, et donc ça peut écraser le marché immobilier. Okay? Donc ça, ces éléments-là sont à retenir pour la présentation qui va suivre. Maintenant, parlons en termes généraux là, de la conjoncture des 4 prochaines années. Donc,
Je vends le punch tout de suite, OK? Donc, je pense que la conjoncture des 4 prochaines années pour l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, va être très bonne. OK? Donc, d'après ce que je peux voir émerger, là, la conjoncture risque d'être très bonne, surtout à partir de 2022, okay? Surtout pour le Canada et les États-Unis. Beaucoup de potentiel d'amélioration parce qu'il y a eu un crash monumental en 2021, n'est-ce pas? On va regarder des graphiques ensemble, vous allez voir. Et il y a eu, évidemment, il y a des effets de base. Donc, ce qu'on appelle un effet de base, c'est lorsque il y a un gros crash et la normale est juste ici. Donc, c'est sûr qu'il y a un effet relativement à la base qui est basse, où on est encore à bien des niveaux, là, pas au niveau des actions, mais à d'autres niveaux. Et donc, tu remontes vers la normale. Donc, évidemment, il y a un processus d'amélioration comme normal. Ensuite, l'évolution des vaccins. Et donc, ça, c'est celui qui semble aller le plus rapidement dans les économies majeures, en tout cas, c'est les États-Unis. Donc, l'administration Biden s'est lancée dans un sprint absolument infernal de vaccination de la population. Et ça marche. Ça apparaît dans les chiffres, ça apparaît dans la reprise économique. Et donc, pourquoi je dis à partir de 2022, ça va être encore mieux? Parce que la plupart de la population des États-Unis et peut-être même du Canada va être vaccinée. Plus que 50% de la population devrait être vaccinée passé 2022, donc à partir, on va dire, de 2022. Et donc, le momentum va être assez bon. Il est déjà bon en ce moment. Et les programmes de relance sont majeurs. Et il y a énormément de liquidités qui dort, là, qui se promènent dans les marchés. On va regarder, vous allez voir. Et donc, l'économie post-COVID, la production a chuté dramatiquement. Et donc, on est en remontée en ce moment. Et tous les indicateurs pointent vers une amélioration. Le marché du travail, le taux d'emploi, le taux de chômage, etc., c'est là où ça a frappé le plus fort, je dirais. Il y a encore beaucoup de dégâts en ce moment même. Okay? Et donc, c'est ça qui explique qu'il va y avoir du support monétaire pendant très longtemps. On va regarder des graphiques. Il y a énormément d'épargne dans les marchés, énormément. Les revenus ont baissé, mais de façon générale, il y a tellement d'épargne qui dort, qui attend d'aller quelque part, que ça peut juste aller à aider la conjoncture. Et les dépenses ont beaucoup baissé, évidemment, quand tu fermes tous les magasins, les centres d'achat, tout ça, les restaurants, bien, les dépenses ont beaucoup baissé, donc ça pourrait s'améliorer, surtout à partir de 2022 ou même la deuxième moitié de 2021, ça pourrait s'améliorer considérablement, pourvu que la situation du virus continue de s'améliorer. Ça, c'est un gros point. Les entreprises ont encore beaucoup de slack, comme on dit, donc c'est-à-dire beaucoup de place pour produire encore avant d'être au maximum. La bourse semble peut-être un peu gonflée aux États-Unis, mais même là, il y a des éléments qui portent à croire qu'il y a encore du momentum haussier potentiel. L'immobilier va bien et probablement va continuer de bien aller. Il y a énormément de liquidités. Les taux d'intérêt vont rester bas. Et c'est là où l'élément clé, c'est vraiment les taux d'intérêt. Okay? La dette gouvernementale, on va en parler de secondes, plus tard. Mais je donne j'ai un système personnel, si on veut, d'évaluation de la conjoncture. Donc, je fais du suivi de conjoncture depuis longtemps. J'enseigne l'analyse de conjoncture, etc. Et je fais l'analyse de conjoncture aussi pour certaines personnes dans le privé. Et voici mes notes sur ça. Donc, les États-Unis ont une conjoncture qui risque de s'améliorer considérablement sur les 4 à 24 prochains mois. Donc, je donne une note de 85 %, très bon. Donc, A, si on veut parler en termes de notes. Canada, 80 %, donc en moins, si on veut. Donc, assez bon aussi. Zone euro, moyen, disons. Pas super mauvais, mais pas bon non plus. Pas super bon non plus. Et Grande-Bretagne, Japon, ça augure pas super bien pour le moment. Et donc, d'après ce que je peux voir des indicateurs, ici, vous avez le PIB, le produit intérieur brut, donc l'économie américaine. Et le Canada, c'est le même pattern en passant. Donc, évidemment, momentum haussier général. Ça, c'est normal, évidemment. Et en 2021-20, une plonge absolument astronomique, suivie d'une remontée astronomique aussi. Donc, c'est vraiment là, ça a fait ça. Mais là, ce que craignent les autorités américaines, fédérales, c'est que ça se mette à stagner, comme ça a plongé beaucoup, et que ça stagne en bas du potentiel pendant longtemps, que ça fasse le phénomène Obama. Là, tu sais, il y a eu ça, lui, beaucoup.
Je pense qu'avec tout ce qui est en train d'arriver en termes de relance et aussi de momentum juste du secteur privé, je pense qu'ils vont rejoindre le potentiel relativement plus rapidement que prévu. Là où ça a vraiment frappé fort, c'est le taux d'emploi, donc la proportion des 15 ans et plus qui travaillent. Ça, c'est la proportion des 15 ans et plus qui travaillent aux États-Unis. C'était à son pic autour de 64 pardon, en l'an 2000. Et ça a été par palier, baisse en 2002-2003, ensuite énorme baisse après 2008. Le choc de 2008 n'a jamais été complètement absorbé, finalement, à ce jour même. Le taux d'emploi est passé d'un peu moins de 64 on va dire 63 à 58, il a remonté de peine et de misère jusqu'à 61. Et là, là vous voyez là, complètement à la fin, là, ça, c'est le choc de l'année passée. C'est absolument incroyable, là, un choc comme ça. Donc, il y a eu des pertes d'emploi monumentales. Donc, la proportion de tous les gens de 15 ans et plus qui travaillent est passée de 61 à 51 C'est quasiment impensable, ça. Donc, une perte de 10 points de pourcentage. Et ça a remonté, là, on est rendu à 58 Et c'est là où ça risque de stagner pour le marché du travail, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois dans les revenus plus faibles et moyens qui ont été fortement frappés. L'hôtellerie, les bars, les restaurants, ce genre de milieu-là, les spectacles, ces choses-là, là, ont été frappés très fort. L'aviation, évidemment, le transport international. Et c'est là où ça stagne beaucoup. Le reste de l'économie a décollé. Donc, le reste de l'économie ne le sent même plus. Mais il y a encore beaucoup de gens dans la merde. Les dépenses de consommation ont chuté aussi dramatiquement et ont remonté beaucoup. Là, il y a un petit ralentissement encore aux États-Unis, mais je pense que ça devrait remonter assez fort dans la prochaine année ou deux. Donc, le momentum en ce moment pour le futur signale aussi une amélioration considérable. La formation brute de capital fixe, donc ça, c'est tout ce qui est physique, donc les infrastructures, machines et matériels, construction d'immeubles, de centres commerciaux, de ce genre de trucs-là. Alors là, c'est intéressant. Ce graphique-ci est particulièrement intéressant. Regardez la récession de 2008-2009. Regardez ce qui s'est passé. Donc, en gros, du pic à juste retourner au pic. Donc, le pic a été frappé autour de 2006-2007, juste avant 2008, vous voyez. Et ça a pris jusqu'en 2014, pardon, 2015 dans ce coin-là, juste pour retourner au niveau qu'on avait avant. Ça, c'est le choc de 2008. Ça a été absolument catastrophique. Et ça a pris à peu près 6 à 8 ans à absorber ce choc-là à partir de 2007 à peu près. Tandis que le choc qui vient de passer, vous voyez, on dirait qu'il n'est jamais arrivé quasiment, finalement, en termes de formation brute de capital fixe. Donc, l'immobilier, construction immobilière, construction commerciale, achat de machines et matériels, etc. Ça a rebondi en flèche. Et donc, ça, c'est signe que la reprise est assez bonne, et meilleure même que ce que les autorités attendaient. Et c'est personnellement ce à quoi je m'attendais. Les profits aussi ont rebondi en flèche. Donc, vous voyez à la toute fin du graphique, il y a eu évidemment le crash monumental de 2020, encore une fois, 2020-2021. Et là, ça a repris considérablement dans les 3 derniers mois, là, beaucoup. Une petite baisse récemment, mais en passant à rien d'alarmant. Donc, ça semble décoller quand même assez bien. Alors, ce graphique-ci est très important pour les experts. Vous savez de quoi je parle. Pour les autres, je vais vous expliquer rapidement. Donc, c'est un écart de rendement. Donc, vous prenez le rendement sur obligation à 10 ans. Donc, en gros, les taux d'intérêt de long terme. Okay, donc, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, les taux d'intérêt de long terme, moins les taux d'intérêt de court terme. Les taux d'intérêt de long terme, généralement, sont plus hauts que les taux d'intérêt de court terme pour différentes raisons là, que je ne vais pas expliquer parce que je ne veux pas passer 3 heures là-dessus. Et en gros, l'écart entre les deux est très important et très souvent signe en fait systématiquement jusqu'à maintenant, signe avant-coureur de récession et de reprise. Donc, remarquez que lorsque les taux long terme
passe en bas des taux de court terme. Donc, ça, c'est quand ça passe en bas de zéro. Là, ça, c'est la ligne zéro, là, la ligne comme en noir là, foncé. Là, vous voyez? Lorsque ça passe en bas de zéro, à l'intérieur de 12 à 24 mois par la suite, généralement, c'est 12 mois, là, il y a une récession. Okay? En fait, c'est systématique. Les 5 dernières récessions, même 6 dernières récessions sont comme ça. Et il y a une raison pour ça. Donc, je ne veux pas, encore une fois, m'éterniser là-dessus. Donc, en gros, l'idée, c'est que il y a une récession lorsqu'il y a un resserrement monétaire. Et donc, lorsque la Banque centrale resserre sa politique monétaire, il s'ensuit généralement une récession à l'intérieur de 12 mois qui commence à peu près. Là. Et où est-ce qu'on est en ce moment? Bien, là, il y a eu un inversement de courbe de rendement, comme on dit, donc en 2019. Et je m'attendais, avant même la pandémie, j'en parlais dans mes cours de conjoncture, au moins à un ralentissement en 2020 de l'économie mondiale et de l'économie américaine. C'était en train d'arriver. Il y avait des signes qui étaient en train de suggérer que ça allait arriver, mais évidemment, ça ne suggérait pas que ça allait être un crash monumental comme il y a eu, là. Mais il y avait des signes de ralentissement, effectivement. Okay? Mais évidemment, là, il y a eu la pandémie qui s'est rajoutée par-dessus, et donc les forces de ralentissement sont devenues un crash absolument astronomique. Et là, on est en reprise. Et vous voyez que l'écart de rendement est redevenu positif, ce qui est bon signe en passant. Et il n'est jamais arrivé de récession à date sans inversement de courbe de rendement. Okay, donc là, il ne faut pas mélanger corrélation et causalité, n'est-ce pas? Mais il y a même des raisons structurelles fondamentales d'analyse correcte là, qui suggèrent qu'effectivement, c'est rare que tu vas avoir un choc négatif majeur sans inversement de courbe de rendement. Okay? Et donc, autrement dit, la nouvelle, c'est que c'est une bonne nouvelle. Et donc, en gros, on s'enligne pour une bonne conjoncture. Maintenant, regardons des signes de stress. Est-ce qu'il y en a? Des signes de stress financier, économique, etc. Ce que vous regardez ici, c'est un écart de rendement entre les obligations, les titres de dette, le taux de financement, okay, des grosses entreprises et le gouvernement fédéral. Okay? Et donc, tout ce qui est secteur privé, comme vous le savez, est plus risqué que le gouvernement fédéral, n'est-ce pas? Et donc, l'écart de rendement entre les deux signale le niveau de panique, on va dire, le niveau de stress dans les marchés financiers. Lorsque ça augmente, c'est un signe qu'il y a des stress dans les marchés financiers. Qu'est-ce qu'on constate dans le graphique? Bien, vous voyez la panique qu'il y a eu en 2008, je pense que c'était 2008-2009, là, c'était astronomique. Et lorsque ça arrive, les entreprises doivent payer plus pour se financer. Et donc, évidemment, ce qui arrive, c'est que ça écrase leur capacité opérationnelle et tout. Et ça crée des contraintes de liquidité additionnelles pour les entreprises privées. Donc, là, ils peuvent supprimer des emplois, etc., etc. Et récemment aussi, on a eu ça là, en 2020. Vous voyez une hausse quand même assez fulgurante d'un coup sec. Là. Mais en ce moment, ça a rebaissé et c'est même à un bas historique. Donc, il n'y a pas de stress au niveau des entreprises, ni au niveau du nombre de faillites des entreprises, etc. Il n'y en a pas. Okay. Est-ce qu'il y a de la pression internationale? Encore une fois, bon, pour ceux qui connaissent ça, vous savez de quoi je parle, c'est le TED spread, le T-bill to euro-dollar spread. En gros, c'est le taux de financement des prêts interbancaires internationaux en dollars américains en dehors des États-Unis. Et donc, en gros, c'est ça. Lorsque ça augmente, c'est un signe de panique. Alors, comme vous le voyez, il y a eu une hausse assez considérable en 2020, encore une fois, à cause de la pandémie, tout ça. Et en ce moment, creux historique. Donc, on est à un niveau de stress considérablement bas et il n'y a rien qui signale que soudainement, bientôt, il va y avoir une hausse de stress financier au niveau international. Donc, les entreprises vont bien, il n'y a pas de problème de liquidité ou de pression interbancaire au niveau international. Okay? Et tous les indicateurs pointent dans la même direction. Les pays émergents, même idée, donc différentiel de taux d'intérêt entre ce que les pays émergents doivent payer, le gouvernement dans ce cas-là, doivent payer pour se financer sur les marchés mondiaux. Et les pays riches, bien là, dans ce cas-là, ce serait le gouvernement américain. Okay? Mais c'est un bon approximateur pour les pays riches en général. Encore une fois, pas de stress. Okay? Donc, les pays émergents peuvent se financer à des taux normaux pour eux. Okay? Et donc, encore une fois, pas de stress financier sur les pays émergents en ce moment. À ce niveau-là, évidemment, la pandémie a créé beaucoup de problèmes là,
pour les pays émergents, on va en parler plus tard. Et finalement, la fameuse pression fiscale. Donc là, tout le monde panique sur la dette fédérale, que ça va dégénérer, etc. Donc, voici un approximateur, c'est mon propre calcul. C'est une borne supérieure pour la pression fiscale. Autrement dit, la vraie pression fiscale est moins élevée que ce que je représente ici en ce moment. Okay? J'ai pris le taux de l'obligation à 10 ans et je l'ai appliqué sur la dette fédérale. Donc, en gros, les taux long terme. Mais le gouvernement ne se finance pas juste en empruntant à long terme, il emprunte aussi à court terme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la dette fédérale au total en circulation, j'ai multiplié par le rendement sur obligation fédérale à 10 ans, puis j'ai comparé ça au PIB, n'est-ce pas? Parce que finalement, quand tu as une dette, ben, c'est relativement ton revenu. Donc, le revenu d'un pays complet, c'est le PIB, le produit intérieur brut. Et qu'est-ce qu'on constate en regardant le graphique? On est à un creux historique. Le service de la dette en pourcentage du PIB, le service de la dette, les intérêts à payer sur la dette, sont à un bas historique. C'est-à-dire que si vous avez une dette de 100 mettons, à 5 vous devez payer 5 n'est-ce pas, par année. Et là, ça serait comme si votre dette a augmenté à 200, donc de 100 à 200, c'est un doublement, mais votre taux d'intérêt, au lieu d'être 5, il est passé à 2. Et donc, 2 sur 200 c'est 4 et non 5. Donc, finalement, votre service de la dette a baissé. Et donc, le gouvernement paye moins que jamais en proportion de tout le gâteau là, taxable, donc le PIB, en proportion du PIB en termes de service de la dette, donc de paiement d'intérêt. Donc, il n'y a pas de problème. Le message général, c'est qu'il n'y a pas de pression fiscale en ce moment et pour les 2-3 prochaines années, probablement pas. Donc, qu'est-ce que disent les indicateurs? J'en ai, moi, 25 à peu près là, que je suis sur plusieurs pays. Donc, pour les États-Unis et le Canada, ça suggère une bonne conjoncture 2021-2023, même peut-être très bonne, je dirais. Si tout tient le coup, évidemment, s'il n'y a pas de reconfinement, ces trucs-là. Donc, la pandémie a frappé les revenus moyens, faibles de façon disproportionnée, donc ils ont été très frappés. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les domaines, justement, qui ont été fermés. Donc, les spectacles, le loisir, les bars, les restaurants, hôtellerie, ces choses-là, là, sont les domaines qui ont été le plus frappés. Et dans ces domaines-là, généralement, le revenu moyen, là, le salaire moyen des gens est plutôt bas. Et donc, ça a frappé beaucoup une tranche de la population. Ça a exacerbé les inégalités. Et donc, ça, c'est pas bon. Et donc, ça, bien, les autorités fédérales essaient d'amenuiser le choc là, à ce niveau-là. Okay? Donc, par contre, il y a un élément de risque non négligeable dont je veux parler justement, c'est le risque de taux d'intérêt pour 2023-2024. Okay? Les deux seules vraies contraintes pour l'administration Biden, et je dirais pour les partis politiques en général, dans le contexte actuel, c'est évidemment, bon, le premier est évident. Donc, appui politique pour les politiques souhaitées, ça se passe de commentaires. Si tu n'arrives pas à passer tes politiques, mettons au Canada, à la Chambre des communes, ben, il ne se passe rien, évidemment. Donc, Biden fait face à un Sénat, évidemment, 50-50, exactement, 50%, 50%. Et la Chambre des représentants, un petit peu mieux, mais quand même, il faut qu'ils obtiennent des majorités de vote là, pour passer ces trucs. Et la deuxième contrainte, c'est très important, c'est l'inflation. Pourquoi? Parce que s'il y a plus d'inflation, les taux d'intérêt augmentent. Et si les taux d'intérêt augmentent, ça va devenir plus difficile en termes de conjoncture économique parce que les choses pourraient devenir, comme la conjoncture pourrait se détériorer si les taux d'intérêt augmentent. Et donc, l'inflation génère les hausses de taux d'intérêt et les hausses de taux d'intérêt, la plupart du temps, est ce qui freine l'économie. C'est comme un frein, c'est comme mettre la pédale, peser sur le frein là, sur la voiture. Et donc, l'inflation est un élément clé à surveiller pour les prochaines années. Et donc, parlons un peu justement d'inflation et de taux d'intérêt. Donc, pour la période 2021-2024, l'inflation probablement va être plus élevée que ce qu'on a eu dans les 10 dernières années. Okay? En moyenne, je dirais. Okay? Donc, de ce qui peut poindre à l'horizon, de ce que je peux voir en ce moment.
Par contre, les taux d'intérêt court terme, et c'est là que ça devient très intéressant. Donc là, les économistes vont être particulièrement intéressés, mais je vais essayer aussi d'intéresser les autres. Donc, les taux court terme, donc qui sont contrôlés presque parfaitement par la Banque centrale, okay, vont rester bas jusque probablement fin 2022, début 2023. Okay? Et donc, les banques centrales en général, risquent de ne pas bouger avec leur politique monétaire des taux court terme, donc les taux 0 à 1 an, comme on dit là, du marché monétaire, ne vont pas bouger probablement pour un bon bout. Okay? Alors que les taux long terme pourraient avoir, ben, ils ont déjà eu des pressions à la hausse, là, déjà jusqu'à maintenant. Mais il pourrait y en avoir d'autres parce que les taux long terme sont plus influencés par l'inflation. Et donc, si tu as une hausse d'inflation, tu as des pressions à la hausse sur le rendement sur obligations fédérales à 10 ans, qui est le rendement clé qui détermine tous les autres taux. Donc, les rendements sur obligations fédérales à 10 ans, les titres de dette que le gouvernement vend pour se financer, donc pour les gens qui ne connaissent pas ça, là, si je suis le gouvernement puis j'ai besoin d'argent, okay, donc j'ai besoin de 1000 milliards de dollars, donc, ou bien, prenons un chiffron, supposons que j'ai besoin de 100 dollars. Je vous vends un papier qui dit je vais vous donner 100 dollars dans un an et en échange de ça, vous me donnez 99 dollars aujourd'hui. Okay, donc, en gros, là, ultra simplifié, c'est ça une obligation. C'est un titre de dette. Je vous dois de l'argent dans le futur et vous me donnez de l'argent maintenant. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est un papier qui dit à telle date, je vais vous redonner le 100 $, je vais vous donner 100 dollars et en ce moment, vous me donnez 99. Donc, le 99 dollars, c'est le prix de l'obligation en ce moment, le prix spot, comme on dit, le prix de marché. Et les taux long terme, ils sont déterminés par le prix des obligations fédérales. Donc, si le prix des obligations fédérales baisse, soit par une hausse, à cause d'une hausse d'offres d'obligations ou bien une baisse de demande, n'est-ce pas, ou bien un peu des deux, ben, ça va faire augmenter les prix. Ça fait baisser les prix, pardon. Et donc, augmenter les taux d'intérêt. N'oubliez pas le principe premier, les prix des actifs et les taux d'intérêt vont en sens opposé. Donc, si le prix des obligations chute, les taux d'intérêt augmentent. Et ça pourrait mettre de la pression sur différents marchés. Le marché immobilier, entre autres, les commodités, les bilans des banques et des autres institutions financières. Et évidemment, les indices boursiers pourraient avoir des pressions à la baisse s'il y a trop de chocs haussiers sur les taux d'intérêt de long terme. Donc, les taux à 10 ans. Pensez aux hypothèques, par exemple, les taux hypothécaires. Si les taux hypothécaires augmentent, bien, ça met de la pression, évidemment, sur le marché immobilier. Des pressions baissières, on s'entend. Donc, c'est ça qui est à comprendre. Donc, l'inflation et l'inflation anticipée, ce que les gens pensent qui va arriver sur l'inflation dans le futur. Et donc, l'inflation anticipée a baissé beaucoup en 2019-2020, okay? Mais là, est plutôt vigoureuse là, de ce temps-là, là, comme vous le voyez là, sur la fin du graphique ici. L'inflation anticipée est en rehaussement dernièrement. Okay? Donc, il y a une remontée de l'inflation anticipée parce que les gens remarquent qu'il y a des pressions haussières. Ça, c'est un sondage auprès des ménages, là, en passant. Les gens remarquent qu'il y a des hausses de prix. Par exemple, dans les trucs de construction, là, donc les matériaux de construction, il y a des pressions haussières monstres sur les prix. Par contre, si on voit le portrait plus global, il y a un avant et un après 2008. Okay? Donc, 2008, c'est vraiment le choc qui a changé structurellement l'économie mondiale le plus. Avant 2008, il y avait une inflation moyenne plus élevée qu'en ce moment. Et donc, ça a comme baissé d'un coup. Il y a comme une inflation moyenne qui était autour de 3, en gros, là, un peu en bas de 3 aux États-Unis. Et ça a baissé soudainement d'un coup sec, après 2008. Et donc, c'est pour ça que les autorités américaines sont comme, ben, regardez, même si on a un peu d'inflation, c'est pas très grave. On le voit là, dans leur communiqué récemment. Là. Ils parlent beaucoup dans ces termes-là. Ils parlent on va tolérer l'inflation, etc. Et donc, vous allez voir pourquoi ils parlent comme ça. Ça, c'est très important à suivre. Donc, il y a deux visions pour l'inflation. Et donc, encore une fois, je me recule pour vous expliquer pourquoi c'est important de comprendre l'évolution de l'inflation pour les 4 prochaines années. Parce que l'inflation influence les taux d'intérêt de long terme, entre autres les obligations, les rendements sur obligations à 10 ans. Les rendements sur obligations à 10 ans influencent fortement tous les autres marchés.
Et donc, s'il y a des hausses trop fortes, je ne dis pas un peu de hausse, là, ou bien une hausse trop rapide et brutale, donc, ça peut augmenter graduellement. Ça, le marché est capable de digérer ça, si on veut. Mais si ça augmente très fortement et rapidement, le marché pourrait avoir des difficultés à digérer, si on veut, la hausse de taux d'intérêt de long terme. Donc, des hausses de taux hypothécaires, des hausses de taux de financement des entreprises, des grandes entreprises, des hausses de taux de financement, même du gouvernement, quoique ça serait un peu moins comme faisable, on va dire. Et évidemment, lorsqu'il y a des hausses de taux d'intérêt, encore une fois, ça met des pressions à la baisse sur le prix des actifs. Et donc là, les indices boursiers pourraient avoir des pressions à la baisse. Et lorsque tu as beaucoup de leviers, les petites pressions à la baisse peuvent devenir grandes, n'est-ce pas? Parce que c'est multiplié par du levier. Du levier, c'est l'utilisation de dette, en gros, pour faire des investissements. Donc, c'est toujours le cas, là, évidemment, ça existe toujours. Mais lorsqu'il y en a plus, ça met plus de pression. On va dire que c'est comme une loupe. Ça grossit l'effet des changements de taux d'intérêt. Et donc, donc, autrement dit, l'inflation égale taux d'intérêt égale choc et multiplié par l'effet de levier. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire un suivi de l'inflation et de ce que va arriver au taux d'intérêt de court terme, contrôlé par la Banque centrale, et les taux d'intérêt de plus long terme qui sont beaucoup reliés de près ou de loin là, au rendement sur obligations fédérales à 10 ans. OK? Donc, il y a deux grandes écoles de pensée à propos de l'inflation. La première école de pensée, c'est que lorsqu'il y a de la surchauffe économique, donc le chômage est super bas, ça roule plein régime, ça va bien, c'est le party. L'écart au potentiel est positif. L'écart au potentiel, c'est lorsque l'économie roule au-dessus de ce qu'elle est capable de durablement soutenir sans inflation. Okay? C'est ce qu'on appelle un écart de surchauffe. Donc là, lorsque ça arrive, il y a des pressions haussières sur l'inflation et donc sur les taux d'intérêt, simplement. Okay? Donc ça, c'est la première école de pensée, on va dire. Et il y a la deuxième école de pensée qui dit, ben, tu peux avoir de la surchauffe et tout ce que tu voudras, mais si la Banque centrale est crédible et elle garde les anticipations à propos de l'inflation future relativement stables, donc ce qu'on appelle ancré en jargon monétaire, ben, il n'y aura pas trop de choc finalement. Et l'inflation sera même elle-même contenue par le fait que les gens n'anticipent pas trop d'inflation. Et pourquoi les gens n'anticiperaient pas trop d'inflation? Parce qu'ils croient à la Banque centrale qu'elle va maîtriser l'inflation. OK? Et donc, l'inflation est un big deal pour les marchés financiers et pour l'économie parce qu'elle influence les taux d'intérêt qui influencent tous les autres trucs. Okay? All right. Donc, maintenant que j'espère que je vous ai vendu l'importance du suivi de l'inflation et des taux d'intérêt. Parlons un peu de l'offre effective de monnaie, donc ce qu'on appelle M2, l'agrégat M2. Il y a plusieurs agrégats monétaires, OK, qui sont généralement très ennuyeux à suivre. C'est limite, tu ne suis pas ça, c'est super boring. Mais des fois, il y a des trucs qui arrivent qui peuvent devenir intéressants. Donc, c'est quoi un agrégat monétaire? En gros, c'est la somme de la quantité de monnaie en circulation. Donc, il y en a plein, mais il y a trois grands agrégats monétaires qu'on suit de plus près. Okay? Ce qu'on appelle M0, c'est les billets et pièces en circulation que c'est en train de devenir complètement archaïque, cette affaire-là, parce qu'il n'y a quasiment plus personne qui utilise du cash pur. Mais disons que je vais quand même le dire. Là, donc, les 20 en circulation que vous avez dans vos poches, là, tout ça, là, plus les réserves des banques à la Banque centrale. Donc, toutes les banques commerciales ont... non, ben M0, ce serait tous les billets et pièces cash, physiques. Là. M1, c'est un autre agrégat monétaire qui est plus important. C'est tout ça, donc les pièces et billets en circulation, plus tout le cash déposé en dépôt liquide. Donc, votre compte de banque, là, le compte chèque là, ordinaire, là, les réserves des banques à la Banque centrale, ce genre de trucs-là, ce serait M1. Et M2, qui est, je dirais, l'agrégat le plus important, c'est tout ça, ce que je viens de dire, plus les certificats de dépôt garantis, ce genre de trucs-là. Donc, les certificats, les dépôts à préavis qu'il faut que tu appelles pour retirer une certaine somme, mais que tu peux quand même retirer relativement rapidement. Les actifs très liquides du marché monétaire,
Ça serait M2. C'est plus gros, évidemment. Et pourquoi je vous parle d'agrégat monétaire? C'est parce que, en théorie économique, on pense qu'à long terme, si tu imprimes plein d'argent, un jour ou l'autre, les prix vont s'ajuster. Donc, si je donne $1 million aujourd'hui à tous les Canadiens, à court terme, il ne va rien se passer, les gens vont être juste plus riches. Je sais pas si je donne à tout le monde qui écoute en ce moment là, $1 million plus à tous les Canadiens. Tous les Canadiens qui ont un compte de banque, là, ils obtiennent soudainement $1 million dans leur compte de banque. Tout le monde serait content. Mais évidemment, ce qui va arriver, c'est que après, peu à peu, les gens vont être plus riches, évidemment, parce que les prix ne se sont pas encore ajustés. Et donc là, soudainement, tu peux acheter 2, 3, 4 maisons, tu peux acheter plusieurs voitures, tu peux partir en voyage, etc. Et donc ça augmente la demande. Tu peux faire des investissements financiers, donc des déplacements. Et tout ça, ça augmente l'activité économique. Ça crée des effets de richesse. Le prix des actifs augmente. Et donc là, les gens se sentent plus riches. Ils dépensent encore plus. Ça met de la pression sur l'appareil de production. Et à un moment donné, tu atteins les limites de la capacité de production. Et donc là, qu'est-ce qui absorbe toute la pression? C'est les prix. Les prix se mettent à s'ajuster parce que là, évidemment, les entreprises, ils remarquent qu'il y a beaucoup de demandes et ils se mettent à augmenter les prix parce qu'ils ne peuvent plus augmenter les quantités parce qu'ils sont à pleine capacité. Alors, il suffit d'attendre des crises majeures pour savoir que ça arrive. Là, pas à cause de l'impression de monnaie, mais quand tu arrives aux capacités maximales de production, effectivement, tu augmentes tes prix. Par exemple, lorsqu'il y a tu sais, les tempêtes là, qui font de la glace, là, tout le monde perd de l'électricité, tout ça. Là. Mais là, soudainement, les bouteilles d'eau deviennent bien prisées. Tu sais, tout le monde veut des bouteilles d'eau. Et on manque de bouteilles d'eau. C'est ce genre de truc-là. Et soudainement, les prix explosent. Pourquoi? Bien parce qu'on n'est plus capable de fournir assez de bouteilles d'eau pour la demande. Et donc là, les prix augmentent. Et donc, si ça arrive dans toute l'économie, au complet, au niveau agrégé, au macro, bien, ça fait le même phénomène, mais pour toute l'économie. Donc, les prix se mettent à augmenter à un rythme plus rapide. Et c'est ce qu'on appelle l'inflation. Et l'inflation, comme je viens de vous le dire, encore une fois, ça met de la pression à la hausse sur les taux d'intérêt, qui peut, encore une fois, agir comme un frein considérable, des fois, là, pour l'économie. Si tu pèses trop fort sur les freins de ta voiture et que tu vas vite, bien, tu peux déraper et tomber en bas du précipice. Tu sais. Donc, c'est un peu la même idée pour l'économie. Donc, si ça freine trop vite, bien, ça peut faire mal. Tu sais. Et donc, ici, le graphique que vous voyez, c'est la croissance d'une année à l'autre, donc en pourcentage, OK, de l'agrégat monétaire M2 pour les Américains. Mais honnêtement, le Canada, c'est pareil. Okay? De 1960 à 2021. Qu'est-ce que vous constatez? Bien, regardez le graphique, là, puis ça sort très clairement. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Une hausse fulgurante de M2, donc ce qu'on appelle l'offre effective de monnaie et non la base monétaire. Donc, l'offre effective de monnaie a vraiment augmenté. Donc, ça, c'est les comptes de banque des gens. T'sais. Et donc, les gens ont plus d'argent. C'est ça que ça veut dire, en gros. T'sais. Donc, il y a plus de gens qui ont plus d'argent. Et donc, ça pourrait paver la voie à plus d'inflation plus tard. Et donc, la preuve de ça, c'est que les gens, effectivement, ça, c'est la quantité totale d'épargne des ménages aux États-Unis. En moyenne, là, depuis 10 ans, vous voyez, là, ça recule jusqu'en 2011, là, ça tourne autour de 1 000 milliards de dollars. OK, en gros, là. Donc, il y a tout le temps à peu près 1 000 milliards de dollars, donc 1000 avec 9 zéros à côté, d'épargne depuis 10 ans en moyenne dans le secteur bancaire américain. Des gens. Donc, vous et moi, là, on fait la somme de tous les dépôts là, que tout le monde a là, dans ses comptes de banque, là, puis les certificats de dépôt garantis, ces affaires-là, et vous obtenez à peu près 1 000 milliards. Jusqu'à temps qu'on arrive en 2020-2021, que là, bon, là, pendant un bout de temps, c'était complètement hallucinant. C'est passé de 1000 à 6000 d'un coup, quasiment. Puis, et après ça, ça a rebaissé, mais ça a remonté à peu près 4 trilliards, donc 4 000 milliards. Et là, on est à peu près à 2,5 trilliards, qui est bien plus haut que le 1000 normal. T'sais. Et donc là où je veux en venir, c'est que la hausse d'M2 que vous voyez là, en termes de pourcentage d'augmentation, mais évidemment, elle se retrouve en dépôt bancaire. T'sais, les gens ont de l'épargne. Et ça, c'est de l'argent qui dort, qui attend à être dépensé d'une façon ou d'une autre. Donc là, vous retenez ça, OK? Puis on va revenir à ça dans 2 secondes. Maintenant, parlons des dépenses de l'État américain. Trump a mis en place un programme de relance qui vient d'être fait là, quasiment là, en décembre 2020 de 900 milliards de dollars. Biden en a rajouté une grosse couche de 1 900 milliards en mars 2021. Okay? Donc, tout ça, ça vient d'arriver. Okay?
Et donc là, il envoie des chèques aux gens, il envoie des... Bon, il y a toutes sortes d'affaires, mais en gros, ça donne un total de 2800 milliards, donc 2,8 trilliards de dollars, qui est plus de 10 du PIB potentiel, le potentiel de production de l'économie américaine. C'est énorme. Pour ceux qui ne connaissent pas les ordres de grandeur, c'est énorme, 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 énorme. Les programmes de relance d'Obama, ils n'arrivaient même pas proche de ça, en ordre de grandeur, même pas un peu proche. Okay. Et en plus, on a un programme de Build Back Better de Biden, là, qui est que je ne sais pas trop. En ce moment, il n'a pas la majorité, même pas dans son propre parti. Mais il pourrait passer quelque chose, peut-être en 2022, là, avec les stratégies politiques, là, pour arriver à faire passer son truc. Et donc, tout ça, même sans le programme de Build Back Better de Biden, ça serait absolument gigantesque comme effet stimulant sur l'économie. Et donc, on a un trio où on a de la dette fédérale en hausse, des programmes de relance, en gros. Donc, je ne veux pas sembler comme si je dénonce ça. Donc, je ne dénonce pas particulièrement. Je fais juste, comme c'est un constat. Et beaucoup de monnaie en circulation, plus une surchauffe qui s'annonce. Pourquoi une surchauffe? Vous allez voir pourquoi. On en parle dans les prochaines minutes. Donc, la relance de 2,8 trilliards, là, ça arrive comment, ça? Tu sais, un gouvernement, là, il dépense comme ça là, de 2800 milliards, alors que ses revenus de taxes et impôts ne sont même pas de 2800 milliards, de loin, là, très en bas de 2800 milliards. Donc, comment il fait pour financer tout ça? Il vend des titres de dette, les fameuses obligations dont je vous parlais. Mais ça veut dire ça, plus d'offres. Donc, lorsque tu augmentes l'offre, ça tout le monde comprend, n'est-ce pas? Lorsque tu augmentes l'offre de quelque chose, ça met des pressions à la baisse sur les prix. Si tu augmentes l'offre de bananes, tu sais, ça met de la pression à la baisse sur les bananes. Si tu augmentes l'offre de maisons, ça met la pression à la baisse sur le prix moyen des maisons, etc. Et donc, les obligations, ce n'est pas différent. Ils font face à une offre et une demande. Et donc, toute chose égale par ailleurs, si vous augmentez l'offre d'obligations, vous mettez de la pression à la baisse sur les prix. Et puisque les prix des actifs financiers et les taux d'intérêt vont s'en s'opposer, je vous ai demandé de vous rappeler de ça au début, ça met des pressions à la hausse sur les taux d'intérêt. Et ça peut s'avérer pas bon, évidemment. Donc, un choc, un frein à l'économie. Mais, enter la Banque centrale, arrive pour sauver le monde d'un choc de taux d'intérêt. La Banque centrale, qu'est-ce qu'a fait la Banque centrale? Elle a dit, je ne veux pas un choc de taux d'intérêt. Et donc, je vais aller sur l'ordinateur, je vais taper plus 1000 milliards, plus 2000 milliards. Et là, c'est un peu imagé, mais c'est quasiment ça. Là. Donc, je suis la Banque centrale, mettons la Réserve fédérale, en fait. Je vais sur mon ordinateur, je fais plus 1000 milliards. Je viens de me créer 1000 milliards de dollars. J'achète pour 1000 milliards de dollars d'obligations. Et donc, je les enlève de circulation. Et donc, ça rediminue l'offre, n'est-ce pas? Donc là, ça raréfie les obligations. Ça remet de la pression à la hausse sur les prix et donc ça met de la pression à la baisse sur les taux d'intérêt. Et donc, je garde les choses que ça roule, ça continue à rouler. T'sais. Mais évidemment, ça crée de la monnaie, ce processus-là. Vous l'avez vu, on l'a vu ensemble ici, là, n'est-ce pas? Vous le voyez à la fin du graphique. Là. Le gros haut, la grosse hausse de 25 d'un coup sec de M2. Ça, c'est de la monnaie là, qui est créée d'un coup. Là. Et donc, ça, c'est ça ici. Là. C'est la Banque centrale qui crée de la monnaie. Et donc, c'est un combo potentiellement, je ne dis pas nécessairement, mais potentiellement inflationniste. Et donc, pour prouver encore plus le point que je suis en train de faire, ça, c'est les actifs détenus par la Fed, par la Banque centrale américaine. Ils ont augmenté leurs actifs de 4 trilliards, c'est-à-dire 4 000 milliards, en 12 mois. Donc, autrement dit, ils sont allés sur l'ordinateur puis ils ont fait plus 4 000 milliards. Ils se sont créés, c'est gratuitement, 4 000 milliards de dollars. C'est comme si tu avais une presse, là, que tu pouvais créer de l'argent chez vous. Tu créais 4 000 milliards de dollars. Eux autres, évidemment, c'est de l'argent pas physique. Ce n'est pas des 20 dollars ou des 10 dollars. C'est évidemment de l'argent qui apparaît sur un écran puis qu'ils peuvent utiliser comme ça pour acheter plein d'actifs. Et donc, ils ont acheté plein d'actifs. Vous le voyez ici, ça, c'est la valeur des actifs qu'ils détiennent dans le bilan de la Fed. Vous voyez le choc en 2008, là, puis quand ils ont intervenu en 2008, je ne sais pas si vous voyez, là, au début du graphique, là, okay, donc, tout à gauche, là,
Vous voyez, là, ça, c'est les interventions que tout le monde paniquait parce qu'il y avait plein d'inflation. Ça, c'est la base monétaire qu'on appelle qui a augmenté. Après ça, il a augmenté en plusieurs paliers, graduellement. Puis ils se sont mis à baisser en 2018. D'ailleurs, je disais à tout le monde qu'il allait regretter ce qui est arrivé. Mais ça, c'est la base monétaire. C'est-à-dire, la Banque centrale, elle va sur l'ordinateur. Dans ce cas-ci, dans la dernière année, ils se sont créés 4 000 milliards, n'est-ce pas? Et ils achètent des actifs financiers avec ça. Et donc, ces dollars-là, ces 4 000 milliards-là, se retrouvent en circulation dans le système financier, n'est-ce pas? Mais ça ne devient pas nécessairement inflationniste. Parce qu'il y a une différence entre la base monétaire, qui est ce que je suis en train de raconter, là, la Banque centrale, le machin, qui crée de la monnaie, et l'offre effective de monnaie, qui est le M2, là, dont je parlais tout à l'heure, le fameux M2, là, les comptes de banque des gens, la somme de comptes de banque des gens, tout ça, des banques, et ainsi de suite. Et ça, c'est une leçon, évidemment, qu'on voit très clairement pendant la Grande Dépression. C'est une petite leçon là, de théorie monétaire d'une minute. Là. Donc, ici, vous voyez les années là, de 1928 à 1939. Okay? Vous voyez ici la base monétaire en foncé, la base monétaire, qui est l'équivalent d'acheter plein d'actifs par la Banque centrale pour balancer de la monnaie dans l'économie, n'est-ce pas? Donc, vous voyez là, ça augmente. Le trait comme foncé, là, si on veut, le plus haut, là, il augmente, n'est-ce pas? Mais l'offre effective de monnaie, c'est-à-dire le M1 ou le M2, vous voyez comme vous voulez, donc tous les agrégats monétaires, ils n'ont pas augmenté tant que ça, et même ils se sont contractés de 1929 à 1933. C'est pour ça qu'il y a eu de la déflation pendant ces 3-4 années-là. Les prix agrégés dans toute l'économie baissaient. Et ça a créé d'ailleurs le phénomène de dette-déflation, décrit par l'économiste Irving Fisher. Bref, donc, là où je veux en venir, c'est que ce qui compte vraiment là, pour les pressions inflationnistes, c'est le M2 et non la base monétaire. Mais je vous l'ai montré, le M2. Le M2, il a augmenté en taux d'augmentation, puis ici, c'est le M2 en niveau. Donc, c'est carrément le M2, là, la quantité. Ça augmente tout le temps un petit peu, hein, évidemment, parce qu'il y a tout le temps un peu d'inflation. C'est normal. Alors là, en 2008, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2008, 2000, dans ce coin-là, les gens paniquaient, ils disaient il va y avoir plein d'inflation, etc., etc. Je disais, où est-ce que tu vois du potentiel d'inflation élevé? Je regardais M2, je disais, l'offre effective de monnaie n'explose pas. Donc, il n'y a pas de potentiel de hausse d'inflation, ça ne se peut pas. Mais, vous voyez le saut là, à la fin, là, le saut, bien ça, c'est vraiment une hausse d'un coup, comme on dit, un one-shot d'impression de billets qui a augmenté vraiment l'offre effective de monnaie. Et donc, ça pourrait créer ce qu'on appelle de l'inflation transitoire. Donc là, je ne veux pas trop expliquer, ce serait trop long, mais en gros, ça créerait de l'inflation pendant un bout de temps. Okay? Donc, et c'est là où ça va devenir intéressant parce que les banques centrales vont devoir expliquer au public l'inflation que vous voyez en ce moment de 4, 5, 6 peut-être 7, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, elle va passer. Ça va rebaisser à quelque chose de normal, genre 2, 3, 2, 3, 4. À la limite, 4, ça passe aussi. Là. Donc, et ils ont déjà commencé à faire l'exercice de communication. On le voit dans leur communiqué, c'est très clair. Donc, ce qui anticipe, c'est qu'il va y avoir de l'inflation transitoire qui va être créée par cet effet-là. L'effet d'impression de billets dans un coup sec. Et le M2 qui augmente beaucoup. Mais est-ce que ça va créer de l'inflation permanente? C'est-à-dire, est-ce que l'inflation va passer, on va dire, de 2 à 6 ou 5 ou 6 pour toujours? Ou juste de 2 à 5, puis après ça, retourner à 2, mettons, 3. Alors, c'est là où ça devient un challenge incroyable pour la Banque centrale de convaincre les gens que l'inflation qui pourrait arriver va être temporaire et donc qui ne changera pas fondamentalement le portrait futur. Alors, la grande question, c'est où va aller tout le cash qui est accumulé dans les marchés? Parce qu'il y en a de l'argent. OK? Et donc, est-ce qu'elle va rester en dépôt liquide? Donc là, la flèche a l'air de dire qu'elle s'en va quelque part, évidemment. Ça veut dire qu'elle reste en dépôt liquide surtout. Est-ce qu'elle va aller surtout dans les actifs réels ou financiers? Donc, les actifs réels, ce serait les obligations, les actions. Donc, si ça va vers le marché boursier, par exemple, les indices boursiers augmentent, n'est-ce pas? Donc, ça crée de l'inflation financière, si on veut.
ou les actifs réels, donc le terrain, l'immobilier résidentiel ou commercial, etc. Donc là, ça fait gonfler le prix de ces choses-là. Ou les biens-services, donc en dépenses là, de tous les jours. Et donc, si ça va en biens-services, évidemment, ça crée de l'inflation. Ça peut aussi un peu aller dans un petit peu de tout ça, n'est-ce pas? Et donc, ça créerait à la fois de l'inflation et des hausses de prix d'actifs réels et financiers, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est la grande question, évidemment. Où vont aller tous ces dollars-là qui flottent dans les marchés? Maintenant, tout à l'heure, je vous parlais du potentiel de production. Vous vous souvenez de ça? Je parlais du potentiel de production, etc. Et donc, il faut estimer quel est le potentiel de production de l'économie parce que si tu dépasses le potentiel de production, tu rentres en territoire de surchauffe et c'est là où ça devient inflationniste. C'est comme si moi, mettons, je cours un marathon, je peux courir à 10 km/h, on va dire, de façon durable, on va dire. Je peux courir à 10 km/h en moyenne. Ça veut dire que je peux des fois courir à 8, des fois je peux courir à 12, la surchauffe. Mais je ne peux pas courir à 12 toujours. Je peux courir à 12 pendant 1 ou 2 ou 3 kilomètres. Et donc, c'est un peu la même idée pour l'économie. Elle peut rouler au-dessus du potentiel pendant un bout de temps, mais ça va créer de la surchauffe, donc de l'inflation, et donc des hausses de taux d'intérêt. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'estimé officiel du PIB potentiel des États-Unis, donc à quel point il peut rouler sans trop de problèmes, qui est à peu près 20 trilliards, donc 20 000 milliards de dollars pour la fin 2022. Donc, pour 2022, on va dire, le potentiel de production pour les États-Unis serait 20 000 milliards. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, moi, je pense que l'économie américaine peut courir plus vite que ce qui est estimé officiellement, sans problème d'inflation. C'est ce que même les autorités monétaires américaines suggèrent. Et donc, j'ai gonflé ça en masse de 10 mais c'est bien trop entre nous. Et donc, j'ai dit, moi, je pense que le potentiel de production est 22 000 milliards. Bon, pas 20, mais 22. Donc, c'est énorme. Autrement dit, je suis en train de suggérer que le coureur peut aller plus vite sans problème d'inflation. Et donc, sans s'essouffler, si on veut. Ensuite, j'ai pris les différents multiplicateurs fiscaux. Donc, le multiplicateur fiscal, c'est que lorsque le gouvernement dépense, mettons, je dépense 100 milliards dans l'économie, ça ne disparaît pas dans la stratosphère, cet argent-là. Ce qui est dépensé pour l'un est un revenu de l'autre. Et donc, les gens qui reçoivent du revenu, bien, ils dépensent à leur tour, une partie en tout cas. Et ce qui est dépensé là, bien, ça devient du revenu pour quelqu'un qui le redépense. Donc, ça donne un coût à court terme, un coût positif, là, on s'entend. Donc, ça donne une espèce de boost de stéroïdes, là, un peu là, à court terme, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur fiscal en économie. Et donc, il est estimé par le NBER entre 1 et 1,5. Okay? Et donc, ça donnerait un boost à l'économie si c'est 1, donc pas de multiplicateur. Donc, ça donnerait juste 2,8 trilliards, n'est-ce pas, donc les politiques de relance des gouvernements. Et en plus, évidemment, vous avez de l'épargne excédentaire par les ménages. Et donc, ils vont en dépenser combien? Entre 0 et 2 trilliards, à peu près, de plus. T'sais. Donc, qu'est-ce que ça prend pour avoir de l'inflation? Ici, vous avez une espèce de façon stylisée de représenter l'économie. C'est mon propre graphique dans un article que j'ai écrit sur Medium, là, que j'ai appelé Biden's Big Boom and Big Risk, avec des scénarios. Donc, vous avez la demande agrégée dans toute l'économie qui est inversement reliée au niveau général des prix et sur l'autre axe, le output, donc le PIB, l'activité de production. Okay? Et la croisée des deux courbes, l'offre, le supply et la demande vous donne l'activité qui est en train d'arriver. Si tu es au point A et que tu stimules l'économie à ce point-là, ce n'est pas très inflationniste parce que tu as beaucoup d'espace encore inutilisé. Les capacités de production de l'économie sont inutilisées. C'est comme si tu peux courir à 10 km/h, tu cours à 5 en ce moment. Donc, tu peux courir à 8, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas en surchauffe, tu ne vas pas t'effondrer d'essoufflement. Mais si tu cours déjà au-dessus du potentiel ou égal au potentiel, puis là, tu restes là, mettons que tu peux courir de façon durable à 10 et tu es rendu à 12-13 km/h, ben, tu vas t'effondrer à un moment donné. Donc, ça, c'est l'équivalent de l'inflation et de la surchauffe pour l'économie. Et donc, au point B,
tu frappes les capacités totales de production de l'économie et donc l'offre devient verticale, en fait. C'est, comme on dit, une convexité là, à un moment donné dans l'offre agrégée de court terme. Et donc, plus tu vas loin vers la production, bien, plus tu vas frapper les capacités de production et plus les prix vont avoir tendance à augmenter, donc il va y avoir de la pression sur l'inflation. Historiquement, ce qu'on voit, c'est que l'inflation apparaît lorsque tu as le trio qui est là. Les dépenses gouvernementales majeures, des hausses fortes d'offres effectives de monnaie, en particulier M2, et des capacités de production qui sont frappées, en gros. Donc, tu arrives aux capacités totales, tu n'es plus capable d'augmenter ta production, tu es au bout. Et donc, les scénarios que j'ai faits, bon là, j'en ai fait plusieurs, mais en voici quelques-uns. Celui qui est en gras, c'est ce que j'estimais il y a un mois à peu près. Donc, ce que j'ai fait, c'est que les scénarios, je les ai calculés avec le multiplicateur fiscal moyen, donc très normal, 1,2, ce qui est les calculs officiels, même conservateurs, pour la situation actuelle. Un multiplicateur fiscal de 1,2 et les ménages vont dépenser 1 trilliard de leur énorme épargne accumulée. Okay? Et donc, ce que ça me donne, donc là, vraiment calcul fois avec mon PIB potentiel élevé, déjà, plus élevé, c'est un écart au potentiel, c'est-à-dire le PIB dépasse le potentiel, donc le coureur va plus vite que ce qu'il est capable de courir, vraiment durablement. De 6,2 %, c'était énorme. Donc, pour ceux qui ne savent pas là, les ordres de grandeur, en passant, un écart au potentiel positif de 6,2 %, on n'a jamais vu ça quasiment, là, à la limite. Et donc, ça donnerait une dépression inflationniste de 6,7 % rendue en 2023. Et donc, évidemment, des pressions considérables sur les taux d'intérêt, à la hausse, je parle. Et donc, les 4 questions auxquelles il faut répondre, c'est quel est le PIB potentiel? Ça, c'est une grosse affaire. Quel sera le multiplicateur fiscal, le 1,2 que moi j'ai pris? Et combien de dollars iront en dépenses versus en placement financier? Donc, est-ce que les gens vont tout dépenser en achat d'actions, puis peut-être en achat d'immobilier aussi et autres? Et évidemment, quel est l'effet sur l'inflation d'un écart au potentiel positif? Ça, c'est le grand mystère en ce moment, okay, pour tout le monde. Okay. Et donc, le cocktail que je suis en train de présenter présente quand même donc là, encore une fois, conjoncture passablement positive. Hein, quand ça roule plein régime, c'est bon. C'est un chômage bas, etc. C'est le fun. Mais tu as un risque obligataire et un risque de taux d'intérêt, un risque sur le marché obligataire et un risque de hausse de taux d'intérêt non négligeable, okay, pour un petit peu plus tard. Donc, si les obligations ont un risque baissier à la baisse, comme les gens pensent que les obligations fédérales à 10 ans vont avoir des baisses de prix dans le futur, ce qu'on pourrait voir, c'est que les gens ils vont quitter le marché obligataire pour ne pas détenir quelque chose qui perd de la valeur, n'est-ce pas? Évidemment. Et donc, baisse de demande d'obligations, baisse de prix d'obligations, choc de taux d'intérêt à la hausse, et donc pas bon, n'est-ce pas? Donc, pression à la baisse sur l'immobilier, sur les indices boursiers, etc. Et si tout le monde est à levier, évidemment, ça multiplie l'effet. Maintenant, tout ce que je raconte là, ce n'est pas un problème tant que l'inflation est raisonnable et que la Banque centrale peut contrer les effets à la hausse de taux d'intérêt sur les obligations fédérales avec des achats massifs. Parce qu'encore une fois, la Banque centrale, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle va sur l'ordinateur, elle fait plus 1000 milliards, elle achète plein d'obligations et donc elle les enlève de circulation. L'offre est réduite, les prix augmentent, les obligations, et donc les taux d'intérêt rebaissent. Et donc tout est correct, si on veut. Donc elle empêche un choc de taux d'intérêt, si on veut, de cette façon-là. Le problème, elle est où la contrainte? Bien, tu ne peux plus créer de monnaie s'il y a plein d'inflation. C'est là qu'est la contrainte. Parce que s'il y a trop d'inflation, puis que tu crées de la monnaie, tu en rajoutes une couche. Et là, tu risques de perdre de la crédibilité sur ta maîtrise de l'inflation. Et c'est là où c'est la clé. Et donc, les 2 grandes écoles sur l'inflation, c'est soit c'est la surchauffe et la création monétaire qui crée l'inflation, ou bien, tant que la crédibilité monétaire est là, la crédibilité de la Banque centrale à garder l'inflation sous contrôle à long terme, alors tu n'auras pas de choc de taux d'intérêt. OK? Et donc, ce qu'on voit ici, c'est les vraies données sur l'inflation en rouge, l'inflation vraiment
réalisée, si on veut, et l'inflation anticipée en bleu. Et donc, les gens changent peu leur inflation anticipée, même quand l'inflation change, effectivement, surtout depuis 2008. Et les deux se sont déconnectés. Excusez, c'est-tu l'inverse? Oui, c'est l'inverse, excusez. Donc j'ai inversé les couleurs. L'inflation est en bleu et l'inflation anticipée est en rouge, excusez. Donc, sur les slides finales, je vais le changer. Donc, l'inflation anticipée, qui est en rouge, agit comme borne supérieure à l'inflation vraiment réalisée. Effectivement, ça semble être vrai. Et donc, ce qui est en train d'arriver, c'est que les autorités monétaires américaines et les autorités fédérales en général économiques, là, ils signalent par leur communication qu'ils veulent tester comment ils peuvent surchauffer l'économie sans trop d'inflation, sans trop que les choses dérapent. Écoutez, tous les gens qui parlent à la Réserve fédérale, les Biden et son équipe, là, en général, on dirait qu'ils vont essayer une expérience naturelle. On dirait qu'ils vont tester, on peut-tu baisser le chômage à 3 puis augmenter le taux d'emploi encore plus. T'sais. Ils veulent surchauffer pendant un bout de temps l'économie. Ça me semble très clair. Ils ne vont pas le dire ouvertement. Hein. Une banque centrale ne va pas carrément dire les nouvelles, là, on veut surchauffer l'économie. Là. Mais c'est ça qu'ils suggèrent par ce qu'ils disent. T'sais. Donc, la Fed aussi, une autre affaire qu'ils suggèrent, c'est qu'ils suggèrent une autre approche pour la conduite de la politique monétaire. Au lieu de cibler le taux d'augmentation des prix, donc le rythme auquel les prix augmentent, la pente à laquelle les prix augmentent, ils veulent cibler le sentier des prix. Et donc, autrement dit, ils veulent avoir une espèce de moyenne d'inflation. Donc, s'il y a eu moins d'inflation des 10 dernières années, ce qui est le cas, il y a eu moins d'inflation dans les 10 dernières années, bien, autrement dit, ça reviendrait à dire qu'ils vont tolérer plus d'inflation dans les quelques prochaines années, 4-5 prochaines années. Et ça veut dire quoi, tolérer plus d'inflation? Ça veut dire qu'ils vont continuer à créer de la monnaie pour acheter des obligations, pour garder les prix des obligations élevés et garder les taux d'intérêt bas. Okay? C'est ça que ça suggère. Et donc, ils ont un défi de communication fondamental qu'on voit qu'ils sont en train de travailler. Donc, quand ils parlent, là, ils disent tout le temps on n'est pas énervé par l'inflation, etc., etc. Même s'ils commencent déjà, on en voit déjà apparaître un petit peu. Évidemment, là, il y a les effets de base. Là, mais... Et donc, ça donne une espèce de jeu de poker entre les traders, donc les spéculateurs dans le marché obligataire, et les banques centrales. Les traders, ils pensent que si l'inflation va augmenter et que les taux d'intérêt vont augmenter dans le futur, ça va mettre des pressions à la baisse sur le prix des obligations, n'est-ce pas? Et donc, il y a des shorts, des positions courtes. Là, ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, faites juste me faire confiance. Les autres, vous me comprenez. Donc, il y a des positions courtes qui sont prises sur les obligations fédérales. Et ça fait une mini-guerre entre la Banque centrale et les spéculateurs parce que la Banque centrale ne veut pas qu'il y ait de la spéculation à la baisse sur le prix des obligations parce que ça met de la spéculation à la hausse sur les taux d'intérêt. Et ils ne veulent pas un choc de taux d'intérêt. Alors, tant que l'inflation est sous contrôle et l'inflation anticipée est sous contrôle, la Banque centrale a le gros bout du bâton, a le royal flush, on va dire. Et donc, il n'y a pas vraiment de bluff. La Banque centrale ne bluffe pas tant qu'il n'y a pas d'inflation. Lorsqu'il va y avoir, s'il y a de l'inflation, alors ça va devenir intéressant de suivre le poker entre les deux. Qu'est-ce qui arrive dans tout ça avec la bourse? Donc, la bourse, les indices boursiers macro-américains sont très gonflés, on s'entend, mais sont très gonflés par le secteur tech, les technologies. Il y a des deals à avoir quand tu cherches. Donc, on est en ce moment là, dans une phase de stock picking. Tu choisis des actions spécifiques qui ajoutent de la valeur, des dividendes, etc., tu sais, plus que le trading d'indices, si on veut, qui existe, qui était comme la norme, on va dire, là, depuis un bon bout de temps. Ensuite, les marchés émergents en ce moment offrent des bargains, donc les prix d'actions bas, et même le Canada en ce moment offre des bonnes aubaines relativement aux États-Unis
dont les prix sont quand même un peu gonflés, mais je ne dis pas qu'il y a une bulle, hein, nécessairement, parce que ça dépend des taux d'intérêt, encore une fois. Si tes taux d'intérêt sont bas, c'est normal d'avoir des indices boursiers élevés. C'est tout à fait normal. Le momentum général aussi pour la bourse, je pense qu'il va être encore haussier. Tant que les taux d'intérêt de long terme n'augmentent pas trop, donc l'obligation fédérale à 10 ans. Tant que l'inflation demeure raisonnable, on va dire autour de 3, en bas de 3, quand ça va gratter 4, là, ça commence à pousser un peu. Donc là, les obligations fédérales vont se mettre à monter. Et tant que le chômage est en baisse, donc les indices boursiers vont avoir tendance à augmenter. Et évidemment, tant que la courbe de rendement est à pente positive, l'écart entre l'obligation à 10 ans, le rendement sur l'obligation à 10 ans et le rendement sur l'obligation à 3 ans. Vous vous souvenez, on a regardé ça ensemble. Donc, que la distance soit positive, je pense que les marchés boursiers vont être intéressants malgré tout. Okay? Mais peut-être chercher ailleurs. Donc, Canada, entre autres, et non États-Unis, semble donner de bonnes opportunités. Si le portrait s'améliore en Europe, au niveau du COVID, entre autres, ces trucs-là, ça pourrait offrir aussi des trucs intéressants. Ici, vous avez les 10 ou 6, je pense que c'est le top 10 des grands fonds. Qu'est-ce qu'ils ont en dépôt liquide? Donc, vous avez évidemment les grands, le Vanguard, BlackRock, Fidelity, etc., Goldman Sachs, etc. Ils sont tous là-dedans. Donc, remarquez que la dernière barre que vous voyez, c'est février 2021. Il y a encore beaucoup de cash qui cherchent à stationner quelque part. Et donc, il y a encore du potentiel aussi en masse, parce qu'il s'agit que les gens prennent de ce cash-là pour s'en aller vers les actions, par exemple. Et encore une fois, tu vas avoir du momentum aussi sur les actions. Mais évidemment, il pourrait aussi aller dans d'autres marchés émergents ou Canada. Et donc là, le marché américain, il n'y aurait pas une aussi forte hausse. Mais je pense que de façon générale, il y a encore beaucoup de cash qui dort, qui cherche à se stationner quelque part. Donc, est-ce que je vais vers les actions? Est-ce que je vais vers le marché immobilier? Est-ce que je reste en forme cash pur, donc dépôt liquide peu payant, etc. Okay? L'immobilier dans tout ça, c'est qu'est-ce qui va arriver? La demande est très forte, États-Unis-Canada. L'offre a été contrainte par le COVID. Okay? Il y a même des contraintes dans les chaînes d'approvisionnement en matériaux. Ça a d'ailleurs gonflé les coûts énormément, les coûts des matériaux. Et donc, les coûts de construction augmentent. Donc, ça met de la pression à la hausse sur le prix des nouvelles maisons à cause des coûts de construction. Mais ça génère de la pression à la hausse sur le marché de revente aussi. Donc, les prix sont en hausse et vont continuer probablement d'être en hausse tant que les taux d'intérêt n'augmentent pas, n'est-ce pas? Maintenant, résidentiel et commercial, ce n'est pas pareil parce que tout ce qui est commercial, surtout centre d'achat, Airbnb, on pourrait le dire quasiment aussi, ce n'est pas la même réalité, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui est commercial va être affecté plus longuement par le virus parce que les gens hésitent d'y aller, etc. Tandis que tout ce qui est résidentiel a une pression haussière considérable. Il y a un manque d'offres, il y a un manque de production, carrément, et il y a des pressions haussières sur les prix. Et je ne vois pas, bizarrement, à quel point ça peut arrêter, parce que tu as beaucoup de fonds qui cherchent, entre autres, à stationner sous forme d'investissement immobilier. Le taux d'inoccupation qui a augmenté récemment au Canada, attention, il y a des détails micro importants. Donc, entre autres, c'est des gens qui avaient des Airbnb qui l'ont comme transféré là, en location. Et donc, ça a des effets transitoires temporaires. Au fur et à mesure que ça va être purgé, peut-être que tu aurais des taux d'inoccupation qui rebaissent. Mais même à ça, il n'est pas si haut que ça en ce moment. Et dans certains marchés, il est même très, très bas. Le chômage et le marché du travail il n'est pas bon en ce moment, le marché du travail et le chômage. Et malgré tout, il y a un marché immobilier en feu. Et donc, le potentiel aussi est encore plus fort parce qu'un des déterminants fondamentaux pour le marché immobilier, c'est le marché du travail qui va aller en s'améliorant dans les 4 prochaines années, probablement. Ensuite, l'inflation et les taux d'intérêt. Tant que les taux d'intérêt de long terme, le rendement sur l'obligation à 10 ans, demeurent relativement pas trop en hausse forte, là. Alors, pas de choc de taux d'intérêt, donc pas de choc sur les taux hypothécaires, entre autres, et donc pas trop de choc sur le marché immobilier. L'épargne des ménages est énorme, Canada et États-Unis, les deux, et donc ça favorise encore une fois l'immobilier et le reste d'ailleurs, les actions et autres.
Et tout ça génère, parce que les gens qui sont déjà propriétaires d'immobilier subissent des effets de richesse positifs, n'est-ce pas? Donc, je suis propriétaire d'une maison qui prend de la valeur, et donc je peux y réhypothéquer, etc., pour réinvestir dans l'immobilier ou autre. Ça donne plein de dépenses. Et donc, ça améliore la conjoncture beaucoup, qui améliore l'immobilier. Et la conjoncture générale, donc, est plutôt bonne, qui est toujours favorable à l'immobilier. Donc, autrement dit, je pense que ça va continuer au niveau de l'immobilier. Même que l'immobilier, c'est quasiment devenu un autre groupe d'actifs, finalement, à part entière. Beaucoup de fonds internationaux en quête de stationnement. Donc, les fonds asiatiques, les fonds même latino-américains, il y a beaucoup d'inégalités de revenus et de richesses, et ça génère, évidemment, les gens qui ont beaucoup de richesses et de revenus, ben, quand ils ont du revenu extra, ils placent tout ça en immobilier ou en actifs financiers. Donc, beaucoup de fonds internationaux en quête de stationner quelque part, de faire quelque chose avec. Donc, entre autres, ça atterrit dans l'immobilier et, entre autres, dans les villes internationales, global cities, que moi j'appelle, dans l'immobilier. Donc, là où ça parle anglais, où l'état de droit est très respecté, donc les gens ont confiance dans leurs investissements immobiliers. Les droits de propriété sont respectés. Il y a une certaine stabilité politique, sociale, etc. Donc, ça, c'est toutes les villes anglo-saxonnes dans des pays de l'OCDE sont des trucs comme ça. Donc, Toronto, etc., même Montréal. C'est des villes de ce genre-là. Et donc, pression à la hausse probablement pour les prochaines années. Dollar américain, commodités, etc. Donc, croissance mondiale forte, ça met des pressions à la hausse sur le prix des commodités, pétrole, cacao, etc. Le USD, le prix des commodités sont inversement reliés. Donc, ceux qui connaissent ça savent de quoi je parle. Donc, lorsque le USD s'apprécie, ça met des pressions à la baisse sur les commodités, le pétrole et autres. Donc, qu'est-ce qui va arriver au USD? Et lorsque l'USD se déprécie, ça met des pressions à la hausse sur le prix du pétrole et autres. Donc, la politique monétaire américaine pour les prochaines 2 années, elle a été expansionniste. Est-ce qu'elle va rajouter encore plus? Je pense que ça va être neutre sur l'effet des commodités. Recherche de rendement ailleurs par rapport aux États-Unis. Donc, les gens peut-être pourraient quitter le marché américain pour aller ailleurs. Canada, Europe, je ne sais trop. Ça pourrait générer des pressions à la baisse sur la demande de l'USD et donc des pressions à la hausse sur les commodités. Taux du marché monétaire et carry trade, bon, ça, c'est un peu avancé là, pour le niveau de cette présentation-ci, mais il pourrait avoir un carry sur USD mondial. Donc, ça mettrait des pressions à la baisse sur la valeur du dollar américain et donc des pressions à la hausse sur le prix du pétrole et des autres commodités. Le boom économique américain en général met des pressions à la hausse sur le prix sur le USD. Sur le USD. Politique monétaire ailleurs. Ah, donc ça, c'est intéressant. Bien, les autres banques centrales vont probablement suivre l'exemple de la Fed et donc imprimer beaucoup de monnaie chez eux. Et donc, ça va avoir tendance à déprécier ces autres monnaies-là s'ils continuent. Je ne sais pas, évidemment, ça reste à évaluer dans la prochaine année. Et donc, ça favoriserait l'USD. Et donc, il y a des forces qui vont en sens opposé. Stagnation économique en Europe et au Japon. Ça veut dire que les gens ont tendance à vouloir du USD. Et donc, il y a des forces qui vont à la baisse sur le USD puis des forces qui vont à la hausse sur le USD. Pour les marchés émergents, une appréciation du USD est toujours mauvaise pour les marchés émergents. Donc, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie. Si le USD s'apprécie, ça écrase les marchés émergents pour différentes raisons là, dans lesquelles je ne veux pas m'avancer. Et donc, je ne sais pas à quel point il y aurait une appréciation fulgurante du USD dans les prochaines années. Je ne pense pas pour les 2 prochaines années, en tout cas. COVID, alors là, c'est là que ça fait mal, et même en Europe d'ailleurs. Donc, la rapidité de la circulation des vaccins, ces trucs-là, c'est lent. Et donc, ça va retenir l'économie mondiale longtemps, sauf les États-Unis, parce qu'ils vaccinent à un rythme absolument record. La bonne conjoncture américaine, par contre, va avoir tendance à tirer tout le monde à la hausse en général. Okay? Les risques et les choses à surveiller, évidemment, le COVID. Donc ça, le virus. Donc, si il y a je ne sais pas combienième vague, là, puis des reconfinements, puis là, on est poigné avec des trucs que les vaccins n'ont pas gérés, puis qu'on retourne là, à la situation quasiment de 2020. Alors là, ça pourrait être plutôt très mauvais, évidemment. Donc, replonger les économies
en récession et donc dégonflement monumental du marché immobilier, de la bourse, etc. Je ne pense pas, hein, honnêtement. Ce n'est pas quelque chose que j'ai comme scénario fondamental, mais ça se peut que ça arrive. Trop d'austérité budgétaire, hausse de taxes, coupure dans les dépenses, tout ça, ça serait mauvais, évidemment, donc c'est à surveiller. Donc, entre autres, l'administration Biden parle d'augmenter les taxes aux entreprises. Je ne pense pas que c'est une bonne idée, là, mais en tout cas, évidemment, j'y peux rien. Mais ça serait plutôt défavorable aux indices boursiers, entre autres. Évidemment, les élections américaines en 2022, n'est-ce pas? Les élections, évidemment, pas présidentielles, là, mais et donc, ils vont peut-être perdre leur majorité ou gagner plus. Donc, ça dépend. Là, au Sénat, Chambre des représentants. Et donc, ça, c'est à suivre de près. C'est une des raisons pourquoi Biden veut surchauffer là, maintenant. Parce qu'il est très conscient que c'est en surchauffant ton économie que tu es populaire. En gros, là, c'est vraiment... Je ne suis même pas sûr que Trump aurait perdu s'il n'y avait pas eu de récession en passant. Okay? Donc, s'il n'y avait pas eu de pandémie, là, je ne suis pas sûr. Je pense que Trump aurait gagné. Et donc, Biden est très conscient de ça. Et donc, il veut arriver en 2022 et que l'économie roule plein régime. Il y a plein de bonnes nouvelles. Et évidemment, le risque à suivre, j'espère que je vous ai convaincu, c'est l'inflation et les taux d'intérêt. S'il y a trop d'inflation, alors vous pourriez avoir une hausse de taux d'intérêt et donc un dégonflement des indices boursiers, du marché immobilier, etc. Est-ce qu'il y a des bulles? Bon, alors ça pourrait faire un sujet à part entière d'une présentation comme je suis en train de faire, mais la fameuse mode de dire que tout est une bulle, il faut faire attention, parce qu'une hausse de prix n'est pas une bulle, c'est une hausse de prix, n'est-ce pas? D'ailleurs, comment définir une bulle? Je ne suis comme pas sûr, finalement. Quand je disais en 2017, dans un article sur Medium, que le Bitcoin pouvait facilement aller à 50 000 $, vous pouvez le lire, ça fait 3 ans que j'ai écrit, les gens disaient, ben voyons donc, ça ne se fait pas, c'est déjà une bulle à je ne sais pas combien, là, 10 ou 15 000. Puis là, ben, il y a plus que 50 000. Ben, c'est ça, donc tu fais une analyse froide, et les trucs peuvent arriver facilement. Donc, j'espère que vous êtes convaincu qu'il y a encore plein d'argent qui dort de façon liquide, qui peut encore aller vers l'immobilier, vers les actions et même vers les crypto-monnaies d'ailleurs. Évidemment, les crypto-monnaies, là, ça c'est une longue histoire. S'ils réglementent, entre autres, ça pourrait crasher de façon monumentale. Et donc, je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas sûr qu'il y a des bulles. S'il y a de l'inflation et une hausse de taux d'intérêt, bien là, évidemment, ça va dégonfler solide. Mais ça, c'est parce qu'il y aurait de l'inflation et un choc de taux d'intérêt. C'est normal. Et d'ailleurs, c'est à peu près la seule chose qui pète les bulles, vraiment. C'est lorsqu'il y a des chocs de hausse de taux d'intérêt. Et les chocs de hausse de taux d'intérêt sont presque toujours générés par des hausses d'inflation. Et donc, voilà. Donc, si tout va comme prévu, très bonne conjoncture d'ici à 2023, risque non négligeable d'inflation et de taux d'intérêt à partir de début 2023, peut-être avant, hein, évidemment, ça se peut que les marchés se mettent à price in, là, intégrer dans les prix, les comportements. Tout ce que je suis en train de dire là avant, tu sais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut suivre de près les rendements sur obligations fédérales, les communications des banques centrales, bien interpréter les choses. Mais a priori, je vois juste de l'amélioration, une plutôt bonne conjoncture à venir. OK? Les risques à moyen long terme, je veux juste prendre 1 minute ou 2 sur ça. Donc, ce n'est pas vraiment conjoncturel, mais évidemment, l'austérité fiscale, beaucoup de coupures, beaucoup d'autres de taxes, ça pourrait miner la prospérité, évidemment. La démographie vieillissante qui crée de la stagnation et des problèmes dans le marché du travail pour les entreprises à embaucher du monde. Et ça crée aussi de la stagnation de finances publiques. Ça peut ajouter une couche, évidemment. Les inégalités de revenus, de richesse et l'inégalité des chances, encore pire, qui sont exacerbées par l'automatisation, la digitalisation, la mondialisation, le COVID qui a exacerbé tout ça, peut engendrer des problèmes sociaux, des problèmes de tension. Là, les 2 prochains, c'est plus des trucs, là, évidemment, qu'on voit émerger comme phénomène. Là, la vérité relative, donc, tu crois un peu ce que tu veux, les billets de confirmation, ce genre de trucs-là.
que finalement la science, l'expertise, même les élections ne sont plus vraiment exemptes de doute. Je veux dire, douter de façon raisonnable, c'est correct, mais à un moment donné, quand tu mets tout en doute, puis tu fais juste croire ce que ça te tente, ça peut effriter fondamentalement la démocratie. Et donc, c'est là où moi je m'inquiète un peu. Donc, les tensions, les divisions sociales, le tribalisme idéologique, ça peut créer des problèmes. Et évidemment, les changements climatiques, n'est-ce pas? Donc, rendement sur les grains, ça, c'est la chose que moi je surveille le plus. Donc, s'il y a agrégé dans le monde entier là, du crop failure, donc des rendements sur grains, sur plantation, des soya, blé, etc., maïs, des grandes plantations. S'il y a des rendements à la baisse, même un petit peu, avec les pressions démographiques de la population mondiale qui va passer de 7,5 à 10 milliards, 9 milliards dans les 20 prochaines années, le combo de baisse de rendement et de hausse de population, ça peut devenir très laid. C'est très laid. Et ça peut justement générer des mouvements migratoires, des gens qui quittent massivement des régions. On le voit déjà au sud de la frontière américaine. Et ça, c'est juste un avant-goût. Et donc, ça peut créer de l'état policier, des tensions géopolitiques entre les pays, des problèmes de réfugiés, de racisme, etc., des tensions sociales. Et donc, ça ne serait pas bon, évidemment. Et un jour, on pourrait avoir des tensions géopolitiques majeures et évidemment une autre pandémie, que là, ça serait difficile à digérer, une autre grosse pandémie majeure, évidemment. Donc, ça serait très difficile à digérer. J'ai vu juste récemment que l'armée française, donc évidemment une des armées majeures du monde entier, la 6e armée la plus puissante du monde, se prépare pour un conflit armé ouvert, guerre, de type guerre ouverte, majeure et non mineure, d'ici 10 ans. Et donc, je ne sais pas trop d'où ça viendrait, mais il semble y croire dur comme fer. Et quand les top stratèges d'une armée majeure parlent comme ça, ce n'est pas pour n'importe quoi. Donc, il y a des raisons pour ça. Et donc, évidemment, c'est à garder en tête. OK? Donc, ça, c'est le portrait plus général, mais le portrait conjoncturel général, encore une fois, bonne conjoncture, beaucoup de cash qui cherche à se placer, mais risque de taux d'intérêt, inflation et taux d'intérêt à suivre et à comprendre l'évolution des marchés au fur et à mesure que les choses avancent. Donc, si vous voulez, on peut avoir une période de questions. Donc, vous pouvez visiter mon site web www.pascalbellard.com, c'est facile. Vous pouvez vous joindre à moi sur LinkedIn, donc vous pouvez m'ajouter, je vais toujours dire oui, ça me fait plaisir. Sur Facebook, j'ai un Facebook économiste, là, Pascal Bellard économiste, et vous pouvez me rejoindre par mail, pbeconomiste@gmail.com. Donc, sur